Des poursuites judiciaires seront lancées à l'encontre des journalistes qui ont jeté des injures au président de la République. Par ailleurs, concernant les bois précieux de Madagascar, l'incinération des bois saisis sera l'une des mesures à prendre pour mettre fin au trafic de bois de rose. Après la grâce présidentielle le 26 juin, 3553 ont bénéficié de la grâce présidentielle déclarée le 26 juin. Et le bras armé du Hamas a visé Jérusalem et Tel Aviv avec ses roquettes en représailles à l'offensive israélienne, la plus violente depuis la trêve de novembre 2012 qui a fait une vingtaine de morts côté palestinien. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. CIDEF, une garantie de qualité. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une des actualités ce jour, le Premier ministre Koul Roger a menacé de poursuites judiciaires les journalistes qui insultent le chef de l'État. Il n'a pas été cependant précisé si les critiques ou les commentaires défavorables au pouvoir font partie du registre de l'insulte. Concernant les bois de rose, les bois précieux de Madagascar, l'incinération des bois fait partie des mesures pour mettre fin au trafic de bois de rose. Michela Ranardon. Face à la situation nationale, le Premier ministre Koul Roger s'est exprimé sur la pratique des journalistes de certaines stations d'Antananarivo. Il affirme que quelques-uns des journalistes à Madagascar insultent les responsables de l'État. Ce dernier n'a pas révélé l'identité des personnes concernées, mais il a martelé que le gouvernement prendra les mesures adéquates si les débordements de ce genre se poursuivent. Concernant le sort des bois de rose saisis, ceux qui ne peuvent être vendus et exportés seront brûlés. Mettre fin au trafic de bois de rose est le principal but du Premier ministre. Le ministre de l'Environnement, Antelme Ramparan, a gagné Genève ce jour pour rencontrer les acteurs internationaux et les partenaires au niveau du CITES sur la vente des rondins de bois de rose saisis. Les déclarations officielles sur les points suivants sont attendues. Combien seront proposés à la vente ou seront brûlés et où? Combien l'État escompte-t-il tirer de la vente? Quelle sera la teneur de l'appel d'offres? Qu'en est-il des artisans malgaches qui comptent sur ces bois précieux pour travailler? Rapatriement des exilés politiques, redressement de l'économie, réconciliation malgacho-malgache, redressement des sociétés victimes des crises 2002 et 2009. Le GICEM, groupe international de soutien pour Madagascar, s'est penché sur ces 4 points ce matin à l'hôtel Ibis à Kourndjan. Le cas Marc Ravalman est évoqué dans les résolutions. Les conditions pour le retour de l'ancien président ne sont pas encore remplies. Le groupe international de soutien pour Madagascar abonde dans le sens du gouvernement. Les conditions pour le retour de l'ancien président Marc Ravalman ne sont pas encore remplies. La principale cause est d'ordre judiciaire. Il est condamné à perpétuité pour le massacre du 7 février devant le palais d'Amboitsrouitch. De plus, le numéro 1 de la société Tico aurait encore des problèmes avec la justice sud-africaine, sans compter la question de son passeport. En tout cas, nous, notre branche locale ne peut pas prendre de décision sur le retour d'un des exilés politiques. Nous discutons sur tous les aspects pendants de la feuille de route dont fait partie les exilés politiques. Il peut revenir au pays, mais nul n'est au-dessus de la loi, a souligné le ministre des Affaires étrangères, Azafchim Arsoulal. Les éventuelles répercussions de son retour au pays doivent être évaluées.
L'État ne fait pas obstacle au retour de l'ancien président, comme il est écrit dans la feuille de route. Toutes les conditions doivent être réunies. Peut-être que si nous ne sommes pas encore à ce stade, il est possible que ces conditions ne sont pas encore au point. Ses partisans ont déclaré qu'ils ne lâcheront pas l'affaire. Ils s'interrogent sur un éventuel accord secret pour le retour de Marc Ravalomanana en contrepartie du soutien apporté au régime actuel. Devant l'évolution actuelle de la question, ils risquent de changer d'avis. Nous n'allons pas attendre 5 ans de plus. Il faut respecter ses promesses. Si nous avons accepté de coopérer, ce n'est pas pour attendre 5 ans de plus. Il y a une limite à tout, dans la limite du raisonnable. Plusieurs points de la feuille de route sont loin d'être respectés. C'est une des raisons de cette réunion. La réconciliation nationale reste un travail de longue haleine, comme les négociations pour le redressement des sociétés victimes des crises de 2002 et 2009. Il y a encore certains paramètres à étudier pour le retour de l'ancien président Marc Ravalomanana. Il a encore des affaires au niveau de la justice, mais par contre, des négociations sont en cours. Malgré une stabilité encore relative, les investisseurs étrangers commencent à revenir à Madagascar. Les partenaires affichent leur volonté d'aider le pays, mais ils exigent des signes concrets d'avancée dans la réconciliation nationale et la bonne gouvernance. Nombreux se plaignent actuellement des coupures d'eau et d'électricité. Selon les responsables de la JIRAMA, la vétusté des matériels en serait la cause. Le redressement de la logistique est un travail de longue haleine. La fin du délestage n'est pas pour demain et les dettes endossées par la JIRAMA restent un problème majeur, note Fiene Richard, ministre de l'Énergie. Reportage. De nombreuses zones d'Antananarivo et de ses environs souffrent actuellement des délestages en série. La grogne monte dans la Tsimjan, la Varajan ou dans quelques quartiers comme Ambulkanj et Ambuipu. À Bemaswanj Itos, les habitants subissent les coupures fréquentes d'électricité en pleine diffusion en direct de matchs du mondial de football. Les habitants se plaignent que tout le monde n'est pas traité à la même enseigne. Certaines zones sont victimes du délestage et d'autres pas. Ils ajoutent que le transformateur saute souvent, même s'il a été 2 fois remplacé. 40 mégawatts d'électricité sont volés par jour à Antananarivo et ses environs. Cela alourdit les difficultés de la JIRAMA. La capacité de couverture journalière de la société est pourtant de 300 mégawatts. Cela alimente en courant les 1549 communes de Madagascar. De plus, la JIRAMA est grevée d'une dette de 20 milliards d'ariari. Le ministre de l'Énergie, Fiene Narisha, révèle qu'en 2013, les dettes de la JIRAMA s'élèvent à 344 milliards d'ariari. Pour redresser la JIRAMA, près de 155 milliards sont nécessaires. Le redressement de la société d'État est un combat de longue haleine à cause des problèmes de gouvernance des régimes successifs qui ont mené la JIRAMA au bord de la faillite, d'où les subventions de l'État. Depuis 2007, elle n'est plus en mesure de donner satisfaction à sa clientèle. Selon les statistiques en 2010, plus de 15 000 demandes d'installation par an sont suspendues au niveau de la JIRAMA. 468 000 seulement possèdent de compteurs. Le ministère de l'Énergie s'avère l'un des départements les plus difficiles à gérer. La vie en prison ressemble par bien des points à la vie normale. Beaucoup de détenus se sont créés un gagne-pain quotidien. Ils ont fini par vivre une vie normale en prison, voire à s'y plaire. Certains même récidivent rien que pour retourner. 3 553 prévenus ont bénéficié de la grâce présidentielle déclarée le 26 juin. Sichak Ravounerson. La prison n'est pas uniquement un endroit de captivité, mais il prépare également pour leur réintégration sociale après leur libération. L'alphabétisation en français et en anglais en fait partie. Étant donné que les gens en prison ont des sources de revenus, ils tiennent même des comptes. Certains peuvent détenir entre 600 000 ariages et 1 million ariages. Pour toutes ces raisons, des prisonniers en captivité prennent goût à la vie en captivité. 3 553 emprisonnés ont bénéficié de la grâce accordée par le président Eradonarman Pian le 26 juin dernier. 995 d'entre eux ont été immédiatement relâchés. Pour la maison centrale d'Intamour, la grâce présidentielle n'a pas apporté une grande différence. 10 000 personnes doivent encore être déplacées pour que l'effectif d'Intamour soit aux normes. Certains prisonniers ont vécu depuis des décennies en prison. La stigmatisation sociale représente le plus grand obstacle à la réintégration des personnes libérées.
Et place aux actualités internationales. Le cycle de violence s'intensifie au Proche-Orient. Dans la bande de Gaza, l'armée israélienne y a mené des dizaines de raids. Une trentaine de Palestiniens ont été tués, dont plusieurs enfants. De son côté, le Hamas poursuit ses tirs de roquettes sur des villes israéliennes comme Haïfa, Jérusalem et Tel Aviv. Reportage de France 24. Les sirènes retentissent dans le ciel de Tel Aviv. Dans la rue, les habitants se précipitent pour se mettre à l'abri. Mercredi en Israël, plusieurs roquettes tirées par le Hamas depuis Gaza ont été interceptées par le dôme de fer, un système de défense antimissile. Ici à Nez Ziona, ce morceau de roquette est tombé sur la route après avoir été stoppé en plein vol. Nous avons envoyé un message de désescalade aux islamistes du Hamas pour qu'ils arrêtent de tirer des roquettes. Mais ils ont continué. Maintenant, nous allons agir. Les forces de défense israéliennes vont prendre les mesures nécessaires pour que le peuple israélien cesse de vivre dans la peur. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'aviation israélienne a mené 160 raids sur la bande de Gaza, visant des rampes de lancement, des tunnels et les quartiers du Hamas. Les bombardements ont repris mercredi matin. Plusieurs enfants ont été tués dans l'est de la ville de Gaza. Depuis le début de l'offensive israélienne lundi soir, les raids ont fait près de 40 morts. Il est temps que la communauté internationale et plus spécifiquement le Conseil de sécurité prennent leurs responsabilités pour garantir la protection de notre peuple. Nous irons voir toutes les institutions et organisations internationales pour faire en sorte d'arrêter cette agression. Le gouvernement palestinien fera tout son possible pour répondre aux besoins de son peuple. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a appelé les deux camps à la retenue. Israël, de son côté, a annoncé qu'elle allait durcir ses opérations dans les jours à venir. Une présidentielle, deux vainqueurs. L'ex-général Prabowo s'est déclaré vainqueur de la présidentielle en Indonésie. Un peu plus tôt, son rival, le gouverneur de Jakarta, Joko Widodo, a également revendiqué la victoire sur la base d'estimation, le plaçant en tête de scrutin. France 24. Deux candidats, deux vainqueurs. Joko Widodo et son rival Prabowo Subianto n'auront attendu que quelques heures avant la fermeture des bureaux de vote pour annoncer chacun leur victoire. Et ce, avec près de 2 semaines d'avance sur les résultats officiels. Seulement, les sondages de sortie d'urne considérés comme fiables en Indonésie donnent à Widodo une avance confortable. D'extraction modeste, lui qu'on surnomme Jokowi s'est forgé une solide réputation de démocrate et à la tête de l'État de Jakarta, son bilan fait de lui un réformateur déterminé à lutter contre la corruption. S'il est élu, Jokowi deviendrait le premier président sans lien direct avec la junte militaire au pouvoir avant 1998. Subianto, lui, en était l'un des piliers. Militaire de carrière déployé au Timor oriental dans les années 70 et impliqué sur place dans les violences contre les civils, l'ancien gendre du dictateur Suharto aura mené campagne avec un projet résolument nationaliste, persuadant une bonne partie de la population que l'Indonésie avait besoin d'un chef rigoureux. Deux personnalités diamétralement opposées donc, pour un électorat fracturé et divisé. Je soutiens Jokowi. J'espère que l'Indonésie va changer. En regardant sa personnalité, on voit qu'il est honnête, simple et qu'il vient du peuple. Je pense que Subianto est meilleur parce qu'il est réfléchi, intelligent, il a de l'expérience. Il est aussi très généreux avec le peuple. Le dépouillement des bulletins a démarré, mais pas de résultat attendu avant donc au moins 2 semaines. Le futur président ne prendra ses fonctions que le 1er octobre prochain. Restez avec nous tout de suite après ce journal de programme, l'émission Koulsar présentée par Minsou et bien évidemment, comme tous les soirs, la Team Mondiale 2014. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons une très bonne soirée en compagnie de Koul TV. Au revoir.